Et bienvenue à l'annexe de l'année du 5e. Donc, on est le collectif de MSG. On vous propose ce soir une conférence qui a pour but de pouvoir donner des exemples précis de tous les dysfonctionnements de l'accueil et de la prise en charge des personnes LGBTI réfugiées en France. Donc en fait, il va y avoir plusieurs intervenants. On va commencer avec Joe, notre président, qui est nigérian, qui va s'exprimer en anglais. Donc il va faire une petite présentation que je vais traduire après en français. Bonsoir tout le monde. You are welcome, ladies and gentlemen. The mayor, your presence is highly recommended. You are welcome. My name is Yobama Joe Doyen. I'm the president of DMSG, a collective of African LGBT refugees in Lyon. I participated in the first two conferences we did here years ago, and we appreciate the mayor for your time. Today, we let the other members speak of their issue. I'm a refugee placed under the offer of protection since 2023, April 2023. 4 years after I arrived in France, 10 years after I left my country as a gay and some LGBT member. I was also given a removal order. I was arrested. I was nearly deported back to my country. I was never given accommodation. There was no training. There was no French language for me. It was very, very difficult for me. My case is not isolated. Today, our collective will review other such cases to show that the French government have failed to adequately welcome and support Africa LGBT. Thank you so much. Merci Joe, je traduis rapidement. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Hirogama Joe Ilohan, je suis le président de 2MSG, qui est un collectif de personnes réfugiées africaines LGBTI résidant à Lyon. J'ai participé aux 2 premières conférences qui ont été organisées ici et aujourd'hui je vais laisser les autres membres du collectif parler de tous nos problèmes. Je suis donc réfugié. Aujourd'hui je suis réfugié placé sous la protection de l'OFPRA et ce depuis le 22 mars 2023, 4 ans après mon arrivée en France, 10 ans après que j'ai été obligé de quitter mon pays en tant que membre de la communauté homosexuelle. L'OFPRA et la CNDA ont tous deux rejeté ma première demande d'asile. J'ai reçu une OQTF, j'ai été arrêté et j'ai failli être expulsé dans mon pays. Je n'ai jamais été hébergé par l'OFI et aujourd'hui c'est encore très difficile pour moi. Pas de cours de français, pas de formation, pas d'assistante sociale pour m'aider et mon cas n'est pas un cas isolé. Donc aujourd'hui notre collectif va passer en revue d'autres cas similaires aux miens pour montrer les défaillances de l'accueil et du soutien aux personnes LGBT réfugiées par le gouvernement français. Bonjour mesdames et messieurs, moi je me nomme Aboubakar. Depuis notre première conférence, les prêts qui s'est tenu ici il y a exactement 3 ans, le 20 mai 2022, à la mairie, en présence de Mme Nadine Zozel, Sylvie Tomic et Sophia Bobov. Notre collectif n'a cessé de dénoncer le non-respect du droit des personnes étrangères ainsi que l'obstruction du droit d'asile. Du fait de la politique répressive mise en place par le gouvernement français, notamment avec les 2 lois asile et migration du Colombe en 2018 et de Darmen en 2024. Pourtant, le gouvernement français aime parler de son engagement auprès des personnes LGBTI. Le gouvernement français aime aussi dire qu'il faut soutenir les personnes réfugiées vulnérables.
M. le préfet du Cantal a déclaré lors du second forum des vulnérabilités organisées dans sa préfecture en mai 2024, notre enjeu, lorsque la France met en œuvre ce droit d'asile qui est une fierté, qui est une de nos valeurs fondatrices, c'est de faire en sorte que pour celles et ceux qui se sont vus reconnaître le droit de vivre dans notre pays, notre devoir moral, c'est de mettre leur intégration le plus rapide possible et pouvoir, dès leur arrivée, repérer les éventuelles vulnérabilités, leur apporter assistance en matière de santé, qu'elle soit physique ou mentale, est un élément essentiel pour permettre de mettre l'intégration réussie. Mieux, le ministre de l'Intérieur a publié en mai 2021 un plan intitulé 10 actions pour renforcer la prise en charge des vulnérabilités des personnes en demande d'asile et réfugiés, porté par Mme Chiapa. C'est dans ce plan que les personnes LGBT réfugiées ont été identifiées comme des personnes vulnérables qu'il convient de prendre en charge de manière adéquate. Les actions prévues par le présent plan concernent les personnes en demande d'asile et bénéficiaires de la protection internationale. 5 groupes particulièrement vulnérables ont été repérés. Des personnes souffrant de fisco-traumatismes, des personnes victimes de traite humains, des femmes victimes de violences, des mineurs non accompagnés, des personnes en situation de vulnérabilité en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. À travers plusieurs exemples concrets vécus par les membres de notre collectif, nous allons démontrer que jusqu'à présent, cette volonté de prise en charge des personnes vulnérabilités réfugiées par le gouvernement n'a été qu'un vœu pieux. Pire, il s'agit de pique-mine. Il s'agit de faire croire à un engagement auprès du public LGBTI, décrit comme une minorité de personnes vulnérabilités et qui donc mérite une prise en charge par l'opposition de la grande majorité des autres personnes migrantes qui fraudent et qui ne méritent pas cette prise en charge. Je vous remercie. Juste avant que tu parles, le plan dont on parle, il est ici. Vous pouvez le trouver sur le site du ministère de l'Intérieur. Hein. Il est encore disponible. En mai 2021, je suis Kamara Ahmed, venant de la Côte d'Ivoire. En mai 2021, Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, présentait les 10 actions pour renforcer la prise en charge des vulnérabilités des personnes en demande d'asile et réfugiés. C'est toute notre politique d'accompagnement et d'intégration qui doit être renforcée. Les femmes, les hommes et les enfants qui recherchent l'asile en France ont souvent fui les atrocités et nous arrivent au terme d'un parcours d'exil long et difficile qui les a durablement marqués. Qu'il s'agisse des personnes victimes de violences en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de personnes souffrant de psychotraumatisme ou d'autres problèmes de santé graves liés à leur parcours d'exil. Ces profils sont aujourd'hui plus nombreux et leur situation de particulière vulnérabilité nécessite dès leur arrivée et tout au long de leur parcours une prise en charge adaptée. C'est aussi la condition essentielle d'une intégration réussie à l'issue de leur production, à l'issue de leur procédure d'asile.
Les efforts engagés à la matière seront poursuivis et amplifiés. L'enjeu est double. Il nous faut à la fois mieux repérer ces situations dès l'accès à la procédure d'asile et mieux protéger celles et ceux qui présentent ces fragilités plus fortes tout au long de leur parcours. Cette ambition est un pilier structurant de notre politique d'accueil et s'inscrit en cohérence avec les orientations du nouveau schéma national. Sa mise en œuvre doit nous engager ensemble vers l'amélioration durable des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés dans notre pays. Mais malheureusement, ce qu'on observe est différent de ce qui est dit. Donc, depuis plusieurs années, une augmentation de la demande de prise en charge de ces vulnérabilités. Elle est ainsi relevée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, qui souligne dans ses 3 derniers rapports d'activité des allégations plus fréquentes de violences liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les structures d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile partagent le même constat, soulignant en particulier les difficultés liées à la prise en charge des pathologies psychiques, ainsi qu'une demande croissante de prise en charge adaptée aux enjeux d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre du plan, le comité stratégique se réunira 2 fois par an, sous le pilotage de la DGEF, en présence des acteurs institutionnels et associatifs. Voilà, donc là vous avez eu des extraits de ce fameux plan qui va être important de garder en tête pour pouvoir bien mettre en perspective ce que les autres personnes vont présenter à partir de maintenant. Ok, merci Jean-Yves. Je me présente. Je me nomme Judicaël, membre du collectif DMG. Réquisitoire du 20, 5e mois 2025. Fiche numéro 1, FEA. Il quitte son pays le 21, 5e mois 2017 en raison des persécutions qu'il a subies en temps de guerre. Il arrive en Europe en juillet 2017. Il passe plus de 3 ans en Italie où sa demande d'asile est rejetée. Il arrive en France et passe à la préfecture de Lyon le 15, 12e mois 2020. Il est passé en procédure Dublin et sa demande d'asile est enregistrée le 2, 9e mois 2021. Il passe à l'OFPRA le 14, 10e mois 2021. Sa demande est rejetée par l'Office le 9, 11e mois 2021. Il dépose un recours à la CNDA. Son audience se tient le 28, 4e mois 2022. Son recours est rejeté par la Cour le 19, 5e mois 2022. Il dépose une demande de réexamen de sa demande d'asile le 28, 12e mois 2022. Il est convoqué à l'OFPRA pour un entretien le 16, 3e mois 2023. L'OFPRA rejette sa demande de réexamen le 27, 6e mois 2023. Il dépose un recours à la CNDA. Son audience se tient le 6, 3e mois 2024. Il est reconnu réfugié par la CNDA le 13, 3e mois 2024. Les problèmes rencontrés au cours de sa procédure. Il passe presque 1 an en procédure Dublin. Sa procédure de demande d'asile initiale a duré à peine 9 mois et 2 mois pour l'OFPRA. Il obtient la protection internationale 3 ans et demi après son arrivée en France. 7 ans après sa fuite, il aura fallu une demande de réexamen pour qu'il obtienne l'asile. Il n'a jamais été pris en charge par l'OFI pendant toute la durée de sa procédure. Il est militant pour les droits LGBT et visible sur les réseaux sociaux. Il a déposé 5 plaintes pour agression sans suite. Il ne parle pas français. Il n'a jamais bénéficié de cours de français lorsqu'il était en demande d'asile. Aujourd'hui,
bénéficiaire de la protection internationale, il n'est toujours pas hébergé. Le programme Agir ne lui a proposé ni hébergement, ni aide pour trouver du travail, ni formation du français. Alors, en ce qui concerne donc ce premier exemple, il y aura 2 points. Il y aura un point concernant le militantisme de cette personne, l'absence de prise en charge en tant que personne militante, et après il y aura le rôle de l'OFI. Alors dans notre collectif, nous avons eu une quinzaine de personnes qui ont été agressées. Il y a 2 situations. Il y a des personnes qui sont agressées lorsque leur orientation sexuelle est découverte. Il y a d'autres personnes qui sont agressées du fait de leur visibilité en tant que personne militante. Donc là, pour cette personne, elle a déposé plainte. La première plainte était contre sa patronne qui avait découvert qu'il est homosexuel et qui a commencé à le raconter partout autour d'elle. Est-ce que tu peux lire le premier extrait? Donc tu vas lire un extrait, c'est un extrait de la décision de la défenseur des droits suite à une plainte qu'on a déposée. Vous allez comprendre. Okay. La décision du défenseur des droits 2024, 150 en date du 22 10 mois 2024. Dans un témoignage adressé au défenseur des droits, MZ relate M. M.I.S. et lui ont été reçus dans le bureau d'un officier de police peu après 9h30 et que celui-ci a refusé d'analyser la plainte de M. M.I.S. et lui tenta de propos suivants. Si, je cite, si vous n'avez pas de titre de séjour en règle, vous n'avez aucun droit en France et je ne suis pas tenu d'analyser votre plainte. Et je peux également prévenir la police aux frontières pour vous faire expulser au Nigeria. Et toujours selon le témoignage de MZ, l'officier de police a également dit à M. Is, et je cite encore, peu importe que vous soyez gay, si vous n'avez pas de droit au séjour, vous devez retourner dans votre pays et cela ne sert à rien d'établir un réexamen de votre demande d'asile. Vous ne l'aurez pas de toute manière. Or, aucun texte ne prévoit l'obligation de présenter un document d'identité ni celle d'être en situation régulière pour pouvoir déposer une plainte. Le défenseur des droits considère également que les propos du gardien de la paix ont pu légitimement conduire M. Is à craindre un possible éloignement du territoire alors même qu'il se trouvait dans un commissariat pour porter plainte. Et je continue. Donc là, vous avez un exemple, je résume, c'est moi qui ai accompagné cette personne au commissariat du fait du harcèlement qu'il subissait. Voilà le résultat. Là, on a très clairement une preuve de la logique répressive qui est là très présente en France. C'est-à-dire que là, pour cet officier de police judiciaire, une personne sans papier, c'est d'abord une personne éloignée plutôt qu'une personne réfugiée LGBTI. De notre côté, on a multiplié les signalements. Nous avons, donc là, on disait, ces personnes qui a déposé 5 plaintes. On a discuté directement avec le procureur de la République dans le cadre de la Convention de lutte contre les violences LGBTI-phobes entre la préfecture et le centre LGBTI pour un résultat nul, absolument aucune suite. Sur le deuxième point, en ce qui concerne la prise en charge de l'OFI. Donc nous, les caractéristiques de notre collectif, c'est que on se concentre vraiment sur le soutien aux personnes qui ne sont pas prises en charge par l'OFI. Donc ça veut dire qu'on a à peine 2 membres dans notre collectif qui sont aujourd'hui hébergés en CADA. Pour le cas de cette personne, encore aujourd'hui, aucune proposition de logement social et surtout, là où les choses deviennent encore plus compliquées, c'est qu'à Lyon, le programme Agir a purement et simplement été suspendu par l'OFI, faute de ressources financières. Le message, c'est vous êtes réfugié, vous démerdez. Du fait de la situation de la personne, des pays toujours harcelés, toujours en danger puisqu'elle dormait à la rue, même après avoir obtenu l'asile, on a toujours multiplié les signalements à l'OFI, on a rempli des fiches de mise à l'abri d'urgence, on a envoyé des emails, toujours rien du tout. Je vais lire ici une réponse de l'OFI à l'un de mes emails, donc c'est une réponse en date du 27 mai 2024,
La réponse c'est: j'entends la situation de monsieur, mais malheureusement l'OFI n'a pas de compétences en matière de lutte contre les vulnérabilités des personnes réfugiées LGBTI. Peut-être faut-il essayer de se tourner vers des associations de défense des droits des personnes étrangères et ou LGBTI. Je ne sais vers quel interlocuteur vous orienter dans une telle situation. On est un petit peu loin des actions de Marlène Schiappa. On a eu énormément d'autres personnes qui ont été confrontées à ces situations, des personnes, comme l'avait dit notre président Joe lui-même, s'est retrouvé complètement à la rue une fois que la CNDA a rejeté son premier recours. Des personnes également agressées en squat. Donc là, c'est toujours pour mettre en perspective avec les dispositions du plan Schiappa. Des personnes qui dorment en squat après les rejets du recours par la CNDA, l'un de nos membres qui essaye de vivre sa vie, qui porte un t-shirt LGBTI, qui se fait violemment agresser, qui a porté plainte, encore une fois, aucune suite. Une autre personne, même situation, rejet CNDA, donc il doit dormir en squat. La nuit du 31 décembre, il est avec son mec, ils essayent de profiter un petit peu, ils vont dans la rue, ils sortent dans la rue pour s'embrasser, pas de bol, des mecs passent à ce moment-là, ils se font agresser. On porte plainte, aucune suite. Encore une autre personne hébergée dans un squat. Cette fois-ci, lui, il était en procédure, c'était sa procédure initiale. Par contre, procédure accélérée, donc pas de proposition d'hébergement par l'OFI, agressé dans le squat, impossibilité de porter plainte parce qu'on ne voulait pas que le squat ait des problèmes. Ici, on va passer à un deuxième problème sur le rôle de l'OFI dans la politique répressive du gouvernement. Tu peux lire, merci. Ça c'est Didier Leschi. Parce que je me dis, je t'interromps. Pour contextualiser, tu vas lire un extrait de Didier Leschi, qui est rien de moins que le directeur général de l'OFI. Peut-être que certaines d'entre vous ont lu sa tribune dans le Nouvel Observateur. Il répond donc à des propositions de députés de gauche en ce qui concerne les problématiques d'immigration en France. Okay. Didier Leschi, directeur général de l'OFI, qui nous dit ici la première des propositions, que tout nouvel arrivant puisse bénéficier du cours de français, mais c'est la situation actuelle. Ceux qui ont un droit acquis au séjour ont accès jusqu'à 600 heures d'apprentissage du français. À partir de juillet, cette offre deviendra même illimitée. Cette première proposition résulte de la confusion du parcours. Toutes les autres abordées comme un même ensemble des immigrations, pourtant fort différentes en droit comme en fait. Sans le dire explicitement, elle souhaitait que toute demande d'asile déposée vers acceptation, dès lors il est, par cohérence nécessaire, ou plutôt de favoriser une intégration rapide et durable de tout arrivant, même de celui qui n'aura pas droit au séjour. Fin de citation. Alors en fait, cette tribune pose énormément de problèmes. Le premier, c'est que là, on a un exemple, Joe l'a dit aussi. Pour cette personne, non, il n'a pas eu 600 heures de français. Il en a eu 400 qui ont été écourtées parce que l'avis de l'OFI, c'est qu'il n'était pas concentré, qu'il n'était pas de progrès. Oui, il dormait à la rue à ce moment-là. Donc, difficile de demander à quelqu'un de se concentrer sur des cours de français quand il ne sait même pas où il va dormir la nuit. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est qu'aujourd'hui, cette même personne a obtenu une formation en Greta, un cours de français de 7 mois, pour le former au français du bâtiment et travaux publics. Ce qui est vraiment curieux, c'est que cette formation, il a appliqué tout seul. Il a candidaté tout seul à cette formation, il a passé le test tout seul, il a obtenu la formation tout seul, sans aucune aide de l'OFI. Et la différence, c'est quoi? C'est que maintenant, il est hébergé par notre propre association. Le deuxième problème que pose cette tribune, c'est qu'elle révèle parfaitement la logique répressive du gouvernement. Pas d'accueil, pas d'hébergement, pas de cours de français, pas d'intégration, car on ne sait pas si les personnes sont vraiment réfugiées ou non. C'est-à-dire que là, la logique, c'est qu'il faut attendre le droit au séjour pour obtenir des droits, et qu'avant, les personnes, en fait, seraient dans une zone de non-droit.
Ça, c'est absolument incompatible avec l'accueil, la prise en charge des vulnérabilités proposées dans le plan de Marlène Schiappa. C'est là qu'on constate une première énorme contradiction. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette tribune qui est vraiment une succession de sophismes avec un argumentaire, hélas, très très pauvre, mais qui se veut véritablement un espèce de pamphlet politique à charge contre les personnes comme nous qui défendons les droits des personnes réfugiées. L'exemple que je vais prendre, c'est quand M. Leski parle « toute demande vaut acceptation ». C'est pas du tout ce qu'on a dit, hein. C'est pas du tout ce que ces députés, ce que ces personnes députées ont dit non plus. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'il y a vraiment une inversion des rapports. C'est là justement qu'on voit bien que pour le gouvernement, ce qui fait foi, c'est le CEDEDA, c'est vraiment ce droit au séjour qui est un argument complètement fallacieux. Nous, on dit, c'est pas du tout, il ne faut pas du tout conditionner un accueil au droit au séjour, il faut conditionner cet accueil au droit des personnes réfugiées. Ce n'est pas du tout la même chose. N'en déplaise à M. Leski, le droit des personnes réfugiées, c'est un droit supérieur au droit français, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a également l'importance du respect du bénéfice du doute. Et ici, je vais citer la note d'orientation du Haut Commissariat aux réfugiés sur les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relative à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. C'est un texte qui, en tout cas, à notre avis, s'impose au gouvernement français. C'est un document de novembre 2008 qui stipule dans son paragraphe 35 que lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir des preuves de son orientation sexuelle, le preneur de décision doit s'appuyer uniquement sur le témoignage de cette personne. Si le récit du demandeur semble crédible et en l'absence de bonnes raisons du contraire, il faut lui accorder le bénéfice du doute. On est très très loin de la politique gouvernementale actuelle. Un autre texte, cette fois-ci, c'est au-delà de la preuve, évaluation de la crédibilité dans le système d'asile européen, toujours émanant du Haut Commissariat aux réfugiés, cette fois-ci est de 2013, qui nous dit que le bénéfice du doute traduit la reconnaissance des difficultés considérables auxquelles les demandeurs sont confrontés pour obtenir et fournir des éléments susceptibles d'étayer leur demande. Ce principe reconnaît que, malgré les efforts fournis par le demandeur, mais également par l'autorité responsable de la détermination pour réunir des éléments supplémentaires relatifs aux faits pertinents présentés par le demandeur, des doutes peuvent subsister quant à tout ou partie des déclarations du demandeur. Donc là, on aimerait bien que les personnes qui décident au gouvernement relisent un petit peu leur texte pour avoir ça en tête lorsqu'ils parlent d'OQTF et d'expulsion. Je termine avec un extrait, cette fois-ci, une citation du Comité national consultatif des droits humains. Alors évidemment, certaines, l'esprit chagrin vont nous dire que c'est un comité consultatif. Mais dans les conditions de l'exercice du droit d'asile en France, ce même comité nous dit en 2006 que le bénéfice du doute est intrinsèque au droit d'asile et doit évidemment profiter aux demandeurs d'asile tant le risque d'erreur est trop lourd de conséquences pour oser le courir inconsidérément. Là, je le répète, j'aimerais bien qu'il y en ait certaines qui en prennent de la graine. Donc ici, on voit que le problème, c'est toujours le même. Impossible de savoir si une personne est vraiment LGBTI ou non. On peut opposer ce bénéfice du doute, ce n'est pas du tout ce que fait le gouvernement pour l'instant. Nous, ce qu'on dit à 2MSG, c'est que les personnes LGBT réfugiées n'ont pas à payer le prix de l'obsession du gouvernement pour les fraudeurs. On continue. Bonsoir et bienvenue. Moi, c'est Giovanni Fabrice, Camerounais, membre du 2MSG. Alors, il quitte son pays le 11/9/2018 en raison des persécutions qu'il a subies en tant que gay. Il arrive en France le 25/12/2018. Alors, il est placé en procédure Dublin et sa demande d'asile n'est enregistrée qu'en février 2020. Il passe à l'OFPRA le 3/8/2020. Sa demande est rejetée par l'Office le 17/8/2020. Il dépose un recours à la CNDA. Son audience se tient le 8/12/2020. Son recours est rejeté par la Cour le 31/12/2020. Il est arrêté le 16/9/2021 et placé en garde à vue
pour défaut de droit au séjour. Il dépose une plainte de réexamen de sa demande d'asile le 11/04/2022. Cette demande est déclarée irrecevable à l'OFPRA le 14/04/2022. Il dépose un recours à la CNDA contre cette décision, rejetée par ordonnance le 9/9/2022. Il dépose une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile le 25/01/2023. La préfecture de Lyon lui remet une obligation de quitter le territoire le même jour. Il est convoqué à l'OFPRA pour un entretien le 21/04/2023. Dans sa décision du 24/04/2023, le tribunal administratif de Lyon annule le pays de destination de l'OQTF du fait que, eu égard aux nombreuses pièces produites par monsieur au soutien de son recours, et plus particulièrement le rapport circonstancié de l'association de MSG, au sein de laquelle le requérant milite activement, l'orientation sexuelle de l'intéressé doit être tenue pour établie. Il est reconnu réfugié par l'OFPRA le 5/9/2023. Les problèmes rencontrés au cours de sa procédure. Il passe 2 ans en procédure Dublin. Il a obtenu le statut de réfugié 4 ans après son arrivée en France, 6 ans après sa fuite. Il lui a fallu 2 demandes de réexamen pour convaincre de sa qualité de réfugié. La procédure initiale n'a duré que 10 mois en plein milieu de l'épidémie de Covid-19. Il est resté presque 3 années sans papier. Il n'a jamais été hébergé par l'OFII. Il n'a bénéficié d'aucune aide depuis la fin de sa demande d'asile initiale. Il a passé une nuit en garde à vue à attendre la décision des autorités quant à son expulsion en Guinée. Merci. Merci. Donc là, on pourrait dire qu'on attaque les choses vraiment sérieuses. Et un des sujets dont on entend le plus parler aujourd'hui, les OQTF. Alors, en ce qui concerne les propositions de messieurs Darmanin et Retailleau, qui parlent beaucoup de multiplier les OQTF, mais surtout de pouvoir les appliquer d'une manière beaucoup plus systématique, ils parlent même d'une expulsion massive de personnes déboutées de leur demande d'asile. Ben là, en fait, ce que nous, on est en train de démontrer, c'est que M. Retailleau et Darmanin parlent ni plus ni moins que d'expulser des personnes réfugiées LGBTI dans leur pays. La première chose que je vais rappeler ici, c'est qu'une personne est réfugiée à partir du moment où elle entre dans un territoire étranger. Une personne réfugiée qui entre dans l'espace Schengen, elle a la qualité de réfugié. L'OFPRA et les autres institutions européennes qui confirment le statut de réfugié ne font que confirmer cette qualité. Mais c'est une qualité qui est intrinsèque à la situation de la personne. Ici, la conséquence, c'est donc que notre collectif peut prouver les multiples erreurs de l'administration française en ce qui concerne ces situations. La cause de ces erreurs est très très simple à expliquer. Le gouvernement met beaucoup trop de pression sur les instances de l'asile. Il s'agit d'aller vite. Il s'agit d'examiner très rapidement. Et surtout, il s'agit de refuser massivement, puisque c'est là évidemment le tabou. Reconnaître le statut de réfugié, c'est automatiquement reconnaître un droit au séjour. Cependant, comme on l'a dit tout à l'heure, la problématique ici, c'est qu'il n'est pas possible de déterminer si une personne est vraiment LGBT ou non. C'est tout le problème avec cette approche répressive de la politique migratoire du gouvernement. Ici, l'idée, c'est que le gouvernement dit qu'il faut réprimer les personnes qui n'ont pas le droit au séjour. Il faut qu'elles soient expulsées, et si elles obtiennent le droit au séjour, si elles deviennent bénéficiaires de la protection internationale, alors ça change tout. Nous, on dit exactement l'inverse. On dit non, là vous prenez les choses dans le mauvais sens. Il faut prendre en charge jusqu'à l'obtention
du droit au séjour jusqu'à ce que la personne puisse enfin obtenir la protection internationale. Ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les OQTF qui ont été remis à une douzaine de nos membres, des personnes LGBTI réfugiées qui sont aujourd'hui statutaires. Ça veut donc dire que si ces personnes avaient été expulsées cette nuit-là, le gouvernement aurait expulsé dans son pays une personne réfugiée qui aujourd'hui est statutaire. Ça, c'est pour nous, c'est très simple, hein, c'est la complicité de crimes LGBTI-phobes. Donc si le gouvernement veut vraiment aller jusqu'au bout, au moins qu'ils assument. En ce qui concerne cette fois-ci la lutte contre les vulnérabilités dont parle le ministère de l'Intérieur, ici, une fois n'est pas coutume, je vais lire un extrait de l'attestation que j'ai fournie au tribunal de Lyon pour le recours contre l'OQTF qu'il avait reçu. Je me souviens, c'est moi qui parle, hein, je me souviens que j'avais été surpris lorsque cette personne m'avait dit que cette nuit-là, il avait eu encore plus peur que la nuit où il avait été agressé avec son compagnon en sortant de l'hôtel où ils avaient couché ensemble. Il m'a expliqué après que cette terreur venait du fait qu'il avait précisément déjà vécu une telle tentative de meurtre. Il l'avait expérimentée dans sa chair, elle était gravée dans sa mémoire. Le simple fait d'imaginer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays où il serait invariablement exposé à une situation similaire décuplait le souvenir de ce traumatisme originel, et c'était pour cette raison qu'il disait qu'il n'avait jamais eu aussi peur que cette nuit-là au commissariat. La question qu'on pose, très simple, est-ce que c'est vraiment comme ça que le gouvernement français veut apporter son aide et son soutien aux personnes LGBT réfugiées en France? Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Alpha, membre des Magiers depuis mon arrivée en France et d'ailleurs bénéficier de la protection des Magiers, car jusque-là, ma demande n'a pas été encore prise en compte. Je le témoigne de la fiche numéro 3, NTL. Elle quitte son pays en tout début d'année 2020 en raison des persécutions qu'elle a subies en tant que personne homosexuelle. Elle arrive en Europe la même année. Elle passe plusieurs mois en Grèce sans pouvoir déposer sa demande d'asile. Elle arrive en France en septembre 2020. Elle dépose sa demande d'asile le 3/8e mois 2021, plus de 90 jours après son arrivée. Elle est placée en procédure accélérée pour ces motifs. Elle passe à l'OFPRA le 27 août 2021. Sa demande est rejetée le 30 août 2021. Elle dépose un recours à la CNDA. Son audience se tient le 15 12e mois 2021. Son recours est rejeté par la Cour le 22 12e mois 2021. Elle dépose sa demande de réexamen et sa demande d'asile le 2 12e mois 2022. Cette demande est déclarée irrecevable par l'OFPRA le 7 12e mois 2022. Elle dépose une demande de recours gracieux contre cette décision qui n'aboutit pas. Elle a déposé un recours à la CNDA contre la décision de l'OFPRA le 21e mois 2023. La CNDA rejette son recours par l'ordonnance le 24 5e mois 2023. Elle dépose une seconde demande de réexamen le 7 2e mois 2024. La préfecture lui remet une OQTF dans la foulée. Elle dépose un recours qui n'aboutit pas. L'OFPRA déclare cette demande irrecevable le 12 2e mois 2024. Elle dépose un recours à la CNDA. Son audience se tient le 29 8e mois 2024. La CNDA reconnaît sa qualité de réfugié le 5 9e mois 2024. Les problèmes rencontrés au cours de sa procédure. Elle a obtenu l'asile 4 ans après son arrivée en France, presque 5 ans après sa fuite. Sa procédure de demande d'asile initiale n'en a tout et pour tout duré que 5 mois.
il lui a fallu 2 demandes de réexamen pour obtenir la protection internationale. Elle a passé presque 3 années sans papier. Elle a reçu une OQTF qui, même si elle est sans objet aujourd'hui, n'a pas été annulée. Elle n'a jamais été prise en charge par l'OFI. Pas d'argent, pas d'hébergement, pas de prise en charge psychique. Alors ici, on a un cas, on va se concentrer sur 3 aspects. Le premier, c'est l'absence de conditions matérielles d'accueil du fait que la personne a été placée en procédure accélérée. Donc là, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait avec les 10 actions proposées par Marlène Schiappa qui sont conditionnées à l'identification de la personne en tant que personne LGBTI. La question étant comment est-ce que le gouvernement, comment est-ce que la préfecture et l'OFI veulent identifier des personnes LGBTI. À la limite, s'ils savent comment faire, ce serait bien de le dire à l'OFPRA, ça va leur simplifier les choses. Ici, je vais citer vraiment sur le problème de la procédure accélérée. Là, on voit vraiment la conséquence entre l'absence, enfin, la volonté du gouvernement de réduire au maximum le soutien apporté aux personnes réfugiées. C'est encore une fois en contradiction avec les dispositions internationales. Encore une fois, cette fois-ci, c'est les principes directeurs sur la protection internationale numéro 9 du Haut Commissariat aux réfugiés qui ont été publiés le 23 octobre 2012 et qui stipulent dans l'article 59 que, en raison de leur nature souvent complexe, les demandes fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont généralement pas adaptées à un traitement accéléré. Pourquoi est-ce que l'OFPRA n'a pas requalifié la procédure de cette personne? Pourquoi est-ce que la CNDA ne l'a pas requalifiée non plus? On a la réponse, politique gouvernementale. Il faut aussi voir ici l'idée grandiose qu'avait eue M. Gérard Collomb avec la décision de coller des OQTF juste après le rejet de l'OFPRA. Je rappelle que la loi Asile et Migration de Gérard Collomb de 2018 stipule que les personnes en procédure accélérée qui sont en recours CNDA ne sont plus considérées comme des personnes en demande d'asile. Elles n'ont plus de récépissé, donc elles peuvent tout à fait recevoir des OQTF. Ce qui a été le cas pour une personne de notre collectif, une personne qui a reçu une OQTF juste après le rejet de l'OFPRA. On a fait un recours, cependant ici, c'est une personne qui a été en plus de ça agressée en tant que personne homosexuelle dans le squat où il habitait, puisqu'il était en procédure accélérée, pas d'hébergement. Cette agression s'est passée la veille de son audience à la CNDA. Bon, nous on a réussi à rattraper. Les associations, on est là pour ça, mais là la question que je pose c'est si vraiment le QTF avait été appliqué, qu'est-ce qui se serait passé? La personne aurait fait son audience, elle aurait passé son audience en prison, vraiment un superbe moyen pour soutenir les personnes LGBTI qui demandent l'asile. En ce qui concerne plus généralement les propositions les dispositions de la loi Darmanin, on se souvient également les dispositions qui ont pour but de réduire encore plus les possibilités des personnes en demande d'asile de faire des recours contre l'autorité administrative. Ici, ça va complètement à l'encontre de la prise en charge des personnes LGBTI réfugiées. Je vais citer les 13 recommandations de l'ARDIS, c'était en 2023, c'était à l'époque où la loi Darmanin était encore au stade de projet. C'est la recommandation numéro 11 qui demande justement de maintenir l'ensemble des recours actuellement possibles auprès du juge administratif et du juge judiciaire contre les mesures d'éloignement et de placement en rétention. En ce qui concerne les arguments qui sont donnés par les autorités, que ce soit les autorités administratives ou autres, les instances de l'asile, très souvent ce qu'on constate, c'est une volonté de diminuer les arguments LGBTI, toujours pour privilégier une lecture rigide du CESEDA. Ici, je vais proposer par exemple, ça c'est vraiment... C'était un des arguments proposés par l'officière de protection qui avait rejeté, qui avait déclaré comme irrecevable la première demande de réexamen de cette personne.
C'était donc une personne militante qui avait déposé une demande de réexamen du fait de sa participation à un reportage qu'on avait diffusé, qui avait été diffusé par BFM TV Lyon. Et dans la décision de rejet, donc d'irrecevabilité de la demande de réexamen, l'officier de protection a quand même eu le culot d'écrire que les interventions auxquelles ces personnes font référence l'ont par ailleurs été dans le cadre d'émissions à faible audience. Donc un reportage de BFM TV Lyon qui a été diffusé à peu près 15 fois dans la journée, qui a dû être vu par à peu près 100 000 personnes, une officière de protection de l'OFPRA n'a absolument pas froid aux yeux de dire que c'est une faible audience. En ce qui concerne l'OQTF, là on va lire un extrait de l'OQTF qui va montrer comment les arguments LGBTI sont tout le temps remis de côté. Extrait OQTF. La présence en France de sa sœur naturalisée française, avec laquelle Madame déclare devant l'OFPRA n'est pas entretenir des liens. Madame a par ailleurs vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Alors que la préfecture confirme avoir lu les entretiens à l'OFPRA et donc savoir que Madame est lesbienne, ordonnance de la CNDA en date du 24 5e mois 2023. En se bornant à invoquer... On reste sur le... Là, en fait, en ce qui concerne l'extrait de l'OQTF, ce qui est important à nos yeux, c'est la phrase où justement, en fait, la préfecture expliquait que, étant donné qu'elle n'a pas de lien avec sa famille en France, c'est un bon motif pour l'expulser. Évidemment, la préfecture qui a quand même accès au dossier, on lit bien l'argumentaire de la préfecture, on sent bien qu'ils ont lu le dossier OFPRA, donc ils savent que Madame est lesbienne. Ils auraient peut-être pu se dire que si Madame n'a pas de lien avec sa famille en France, c'est parce qu'elle est lesbienne et que ça ne se passe pas bien avec sa famille. Bah non, évidemment, ce serait aller trop loin et surtout ce serait de leur enlever un argument. Alors effectivement, pour terminer sur cet exemple-là, on va se concentrer sur les contradictions que nous constatons. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, puisque heureusement il y a quand même des personnes dans les administrations qui font leur travail et on sent quand même une volonté de pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens. Par contre, il y a les personnes qui font du zèle plutôt du côté Darmanin-Retailleau. Ordonnance de la CNDA en date du 24 5e mois 2023. En se bornant à invoquer le contexte prévalant dans son pays d'origine concernant notamment la communauté homosexuelle, contexte qui n'est à lui seul et en tout état de cause aucunement de nature à établir ou à regarder comme crédibles les persécutions alléguées. Alors, je t'interromps. Bon, là c'est un juge qui écrit, c'est le juge qui a rédigé l'ordonnance. Alors, évidemment, c'est en poulet. En fait, c'est un juge qui dit oui, bon, Madame elle est lesbienne, mais bon, elle vient d'un pays où être lesbienne, c'est pas très grave. D'où ordonnance. Contredit par la décision de la CNDA. Oui, contredit par la décision de la CNDA en date du 5 mois 2024. Aussi, en dépit de quelques évolutions positives constatées ces dernières années au sujet de la situation des personnes LGBT dans son pays, tant en raison de l'ostracisme dont elles sont objet de la part de la société, que de l'influence, que de l'insuffisance de la protection offerte par les autorités contre les agissements subis. Les personnes homosexuelles de ces pays constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
Merci. Donc là, pour nous, c'est très important pour deux raisons. La première, c'est que c'est pour ça que nous, de MSG, on se bat autant pour le respect du droit. Heureusement, au bout du deuxième réexamen, un juge de la CNDA confirme que dans ce pays, ok, il y a quand même des progrès pour les personnes LGBTI, mais que ces progrès ne justifient pas de ne pas octroyer la protection internationale. Ces personnes sont toujours en danger. Donc là, on a vraiment deux décisions de la même institution qui se contredisent. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que trop souvent, on a des personnes, je disais, qui font du zèle, qui vont chercher tous les motifs de manière à débouter du droit, de manière à expulser. C'est là que vraiment, comme on dit, c'est pas possible d'avoir en même temps une politique répressive et en même temps essayer de proposer une politique d'accueil pour les personnes LGBT. Passe à la quatrième fiche. Ok. Fiche numéro 4, BAO. Et qu'ils sont payés le 8e mois 2018 à raison des persécutions qu'il a subies en tant que gay. Il arrive en France en cette même année, le 28 10e mois. Il reprend alors contact avec son ex, l'homme avec lequel il est sorti dans son pays. Celui-ci va abuser de sa précarité. Il le convainc de le laisser s'occuper de sa demande d'asile. Il récupère sa carte Adam et lui invente une histoire qu'il doit raconter à l'OFRA. Sa demande d'asile est enregistrée le 22 11e mois 2018. Il passe en entretien à l'OFRA le 10e mois 2019. L'OFRA prend une décision de rejet de sa demande d'asile le 31 10e mois 2019. Il dépose un recours contre cette décision de rejet. Son audience se tient le 12 1er mois 2021. La CNDA rejette son recours le 2e mois 2021. Son maître l'abandonne dès qu'il ne reçoit plus de l'ADA. Il se retrouve à la rue, sans argent, sans information et sans aucun soutien. Il dépose une demande de réexamen de sa demande d'asile le 28 7e mois 2022. Il passe en entretien à l'OFRA le 5 10e mois 2022. L'OFRA rejette sa demande de réexamen le 10e mois 2022. Il dépose un recours contre cette décision de rejet. Son audience se tient le 6 9 mois 2023. La CNDA rejette son recours le 27 9 mois 2023 et dépose une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 2e mois 2024. La préfecture lui remet une OQTF dans la foulée. Il dépose un recours contre cette décision. Ce recours est rejeté par le tribunal administratif. Il fait appel de cette décision. Il est attendu en entretien à l'OFRA le 26 4 mois 2024. Pour la troisième fois, l'OFRA lui reconnaît le statut de réfugié le 29 11 mois 2024. Cette décision lui est notifiée le 30 1er mois 2025. Son compte en F est bloqué. Et il n'arrive finalement à obtenir son API que le 6 5e mois 2025. Les problèmes rapportés au cours de sa procédure. Il ne parle pas français. Lorsqu'il arrive en France, il n'a jamais reçu aucun cours de français et l'a appris tout seul sur le tas. Il avait 18 ans à son arrivée en France. Il a été victime d'abus de faiblesse du fait de l'absence totale de prise en charge pour les hommes jeunes et bien portants. Il n'a plus bénéficié de la moindre aide après le rejet de sa demande d'asile initiale. Il a dû dormir en squat pendant plus d'1 an. Il a été sans papier pendant plus de 3 ans et demi au total. Il a obtenu l'asile plus de 6 ans après son arrivée en France, presque 7 ans après sa fuite. Il lui a fallu 2 demandes de réexamen pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a reçu une OQTF et le tribunal administratif de Lyon reconnaît son homosexualité, mais pas la réalité de cette crainte en cas de retour dans son pays.
Alors ici, on revient sur un des problèmes de fond sur la politique de l'accueil du gouvernement, qui est l'absence de prise en charge à l'arrivée de la personne. On a ici une personne qui vient d'Afrique, qui a 18 ans, bien portant, et du coup, aucune prise en charge. La question étant toujours celle-ci, comment savoir qu'il est LGBTI? Et c'est bien là tout le problème. C'est pour ça que nous, on dit que la seule solution si le gouvernement veut véritablement prendre en charge les personnes LGBTI, c'est qu'il suffit d'appliquer les règles d'accueil à toutes les personnes qui demandent l'asile en France. Comme ça, les personnes LGBTI seront forcément prises en charge et pourront bénéficier de toute l'aide dont elles ont besoin. C'est ici que, pour nous, le plan de Marlène Schiappa fait fausse route. Il ne s'agit pas de privilégier quelques groupes de personnes qui sont en fait pour beaucoup impossibles à détecter. Il s'agit de protéger tout le monde. Il s'agit d'une prise en charge dès l'arrivée. Pour cette personne, il ne parlait pas français. Il n'a jamais été scolarisé, donc c'est une personne qui n'a pas eu les bonnes informations quand il est arrivé. C'est pas du tout le seul. La conséquence est donc le défaut de prise en charge dont il a été victime, et pour d'autres personnes LGBTI, ça les livre à des abus de faiblesse. On a eu énormément de cas similaires dans le collectif, on a une personne par exemple qui a été séquestrée pendant des mois, une personne qui s'est fait passer par son partenaire. Il s'agit véritablement d'abuser de lui jusqu'à ce que finalement ce partenaire se lasse de cette personne et l'abandonne littéralement comme ça dans la rue. On a aussi eu, là j'ai 2 dossiers, mais on a eu notre lot de personnes qui ont rencontré d'autres hommes qui leur ont promis le mariage et qui, là encore une fois, quelques mois après, se lassent, vont avec un autre mec et pouf, les abandonnent comme ça. Les conséquences sont toujours dramatiques, puisque vous connaissez la loi, une personne qui met plus de 3 mois après son arrivée en France pour déposer l'asile n'a plus droit aux conditions matérielles d'accueil de l'OFII, on se retrouve à la rue, sans argent, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'accueil suffisamment, il n'y a pas d'information suffisamment claire dès l'arrivée pour que les personnes soient bien conscientes de ces risques. Il faut également, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut également bien garder en tête qu'il y a des personnes LGBTI qui n'osent pas le dire, qui ne veulent pas dire qu'elles sont LGBTI, qui ne veulent pas raconter leur histoire ou qui n'en ont pas les moyens. Nous avons ici, là j'ai par exemple le cas d'une personne qui a déposé sa demande d'asile en Italie. Le traducteur en Wolof lui a dit que de toute façon il n'aurait jamais l'asile parce que les homosexuels n'obtiennent pas l'asile en Europe. Du coup, la personne... Elle a cru ce traducteur, et la demande d'asile a été rejetée en Italie lorsqu'il arriva en France, il n'a pas voulu dire qu'il était homosexuel. On a d'autres personnes, ça arrive hélas aussi fréquemment, qui font une demande d'asile en Italie, qui ne l'obtiennent pas, qui viennent en France, qui font une demande d'asile, mais qui sont vraiment tellement dégoûtées de ce qui s'est passé en Italie qu'elles inventent des histoires, elles n'ont pas envie de répéter leur histoire une seconde fois. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette obsession des fraudeurs. Ça, c'est toujours le gouvernement qui ne parle que des personnes qui font semblant, qui disent qu'elles sont LGBTI simplement pour avoir des avantages. La personne, c'est, oui, mais les personnes qui sont vraiment LGBTI, qui sont vraiment réfugiées, alors qu'est-ce qu'on en fait? Là, on sait très très bien que l'excuse que nous donnera le gouvernement, c'est que, oui, mais si elles ne le disent pas, elles ne peuvent pas faire valoir leur situation, leur statut de réfugié, là, encore une fois, nous on dit, non, ça c'est prendre le problème à l'envers. Elles sont réfugiées, je l'ai dit au début de la conférence, elles ont cette qualité, c'est une qualité qui est intrinsèque à leur situation. Ici, le problème, c'est bien qu'elles ne peuvent pas accéder à la protection internationale du fait d'une carence et de défaillance du système, et non pas pour d'autres raisons. Avec une politique d'accueil qui serait beaucoup moins répressive, elles auraient le temps de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir obtenir le statut de réfugié. On termine pour cette situation avec une lecture de l'OQTF. Là, c'est vraiment que quand on parle du zèle de certaines personnes dans les administrations, on a un bel exemple. Ok. La décision du tribunal administratif de Lyon date du 29 3e mois 2024. Je cite, si les pièces produites par monsieur permettent de tenir pour établir son homosexualité, monsieur ne justifie pas de l'actualité de cette plainte. Fin de citation. Alors que le juge confirme que, je cite encore,
il fait valoir qu'il a participé à une manifestation en France le 14 janvier 2024 au cours de laquelle il a été photographié par la presse. Fin de citation. En conclut que, en se bornant à soutenir que l'homosexualité est pénalement réprimée en Guinée et que ces personnes homosexuelles ils sont victimes de traitements discriminatoires, le requérant ne démontre pas que davantage par ces affirmations à caractère général qu'il serait personnellement exposé à ces risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Fin de citation. Merci. Là, c'est quand même pour dire que c'est une juge du tribunal administratif qui n'a pas l'autorité de la CNDA qui vient faire des commentaires sur une personne qu'elle reconnaît homosexuelle en disant bah oui, l'homosexuel, mais il n'est pas en danger dans son pays. Bien, mais vous n'êtes pas spécialiste de l'asile, pourquoi est-ce que vous dites ça? Bon, c'est justement pour ça, d'ailleurs, l'appel, évidemment, c'est pour ça qu'on avait fait appel de cette décision. Bah, depuis, la décision de cette juge a été retoquée. Alors, merci Jean-Luc de me passer la parole. Il quitte son pays le 20/11/2023 en raison des persécutions qu'il a subies en tant que gay. Il avait alors 20 ans. Il a quitté avec sa sœur et son neveu de 11 ans, né hors mariage. Il arrive en Espagne en octobre 2023. Sa sœur n'a pas survécu au naufrage du bateau, paix à son âme. Il arrive en France le 30/06/2024. Son neveu et lui dorment à la gare de la Part-Dieu. Alors, il est placé en procédure Dublin. Son neveu est reconnu mineur. Il est pris en charge dans le cadre de l'ASE. Il reçoit un arrêté de transfert assorti d'une assignation à résidence le 5/02/2025. Il doit donc aller signer chaque lundi à la gendarmerie du 2e. Une demande de recours gracieux est transmise à la préfecture réceptionnée le 17 février. Il est arrêté le lundi 3 mars. Il est déféré au centre de rétention administrative le même jour. Il est transféré en Espagne le lendemain, mardi 4 mars. Il n'a pas été averti de la décision de la préfecture du Rhône de le transférer ce jour-là. Il se retrouve donc en Espagne sans le chargeur de son téléphone, sans argent, sans ses affaires, avec une simple veste sur le dos, alors que les températures ont de nouveau chuté et en plein mois de Ramadan. Il revient en France et passe au GUDA de la préfecture du Rhône le 20 mars. Il est de nouveau placé en procédure Dublin. Il souhaite déposer un dossier au GUDA pour expliquer les raisons de son retour. Le GUDA refuse de prendre son dossier. L'OFI lui signifie sa décision de ne pas lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Les problèmes rencontrés au cours de sa procédure. Il a passé une nuit en centre de rétention alors qu'il avait réussi à éviter la prison dans son pays en tant qu'homosexuel et qui est venu en France pour être protégé. Arrivé en France, l'OFI ne lui a proposé aucun hébergement. Il a donc dû dormir en squat. Il se retrouve désormais sans aucune prise en charge de l'OFI. La préfecture du Rhône a pourtant reçu un signalement de notre association. De même, l'OFI a été bien informé de sa situation lors de son second passage au GUDA. Pourtant, l'OFI lui a notifié une décision de suspension des CMA. Merci. Donc là, on aborde à la fois le problème de la procédure Dublin, mais surtout là on aborde vraiment frontalement les contradictions entre la bonne volonté apparente du plan Chiappa et la réalité de
de l'accueil, de la prise en charge des personnes LGBT et surtout en fait des personnes réfugiées en France. Donc, en ce qui concerne pour la procédure Dublin pour cette personne, là on voit bien qu'il n'y a pas du tout de prise en compte des spécificités de la situation des personnes LGBT réfugiées. La préfecture a bien été informée de la situation de cette personne. On a fait une demande de recours gracieux contre la procédure Dublin en invoquant l'article 17 du règlement Dublin de 2013, article 17 qui autorise la France à prendre en charge une demande d'asile, même si en fait ce n'est pas l'État responsable au regard du règlement Dublin. La préfecture nous a répondu qu'elle applique le règlement Dublin et la Belgique et l'Espagne sont des pays qui ne présentent pas de problème quant au traitement des demandes d'asile des personnes LGBTI. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Dans la demande de recours gracieux, on avait expliqué que cette personne demandait à rester en France parce que c'est une personne qui participe activement aux activités militantes de notre association. En Espagne, pas possible pour lui de participer à des actions militantes, il ne parle pas espagnol. Deuxième raison qu'on avait invoquée, c'était sa visibilité sur les réseaux sociaux en tant que militant LGBTI, qui constitue un motif supplémentaire dans l'application du plan proposé par Mme Schiappa. Troisième argument que nous avions donné, c'était d'éviter de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil, puisque sans argent, sans proposition d'hébergement, ça voudrait dire l'exposer à une mise en danger immédiate du fait qu'il serait alors tributaire de l'aide qu'il pourrait trouver auprès de personnes qui pourraient se révéler homophobes, mais aussi de personnes qui pourraient utiliser sa précarité et sa vulnérabilité comme source de chantage et de coercition. Fin de non-recevoir de la préfecture. Ici, il y a une autre notion qui nous est très très chère, qui est totalement absente, même du plan cette fois-ci de Mme Schiappa, c'est la notion de famille LGBTI. Ça, pour nous, les personnes LGBTI, on sait très très bien que nous avons notre famille biologique, bien sûr, mais on a ce qu'on appelle notre famille logique. C'est une famille d'accueil qui nous permet justement de compenser quand ça ne se passe pas avec nos familles biologiques. Ici, c'est ce que nous faisons à 2MSG, de tisser des liens, d'essayer de recréer des liens familiaux, des liens affectifs forts entre les personnes membres du collectif, justement pour compenser les traumatismes vécus dans les pays. Là, ce qu'on constate, c'est que la préfecture du Rhône n'a rien à faire. Le deuxième problème, donc cette fois-ci, je disais les contradictions frontales avec les propositions du plan Schiappa. Là, cette fois-ci, première chose, c'est le plan Schiappa qui se concentre vraiment sur la santé mentale. Alors là, on a une belle, puisque ce focus sur la santé mentale qui est proposé dans ce plan, qui a été repris dans le plan national pour l'égalité contre la haine LGBTI-phobe, qui a été repris dans le plan local pour l'égalité contre les violences LGBTI-phobes signé par la préfecture du Rhône. Évidemment, les personnes LGBT réfugiées ne sont pas explicitement incluses dans cette dimension de la santé mentale dans ce plan, mais ici, il y a quand même quelque chose qui nous semble important de rappeler, c'est que les personnes LGBTI réfugiées sont des personnes LGBTI. Donc si un plan local veut prendre en charge, améliorer la santé mentale des personnes LGBTI, ça veut donc dire que ipso facto, ça inclut les personnes réfugiées. Ou alors, ça veut dire que le gouvernement assume un 2 poids, 2 mesures. Les personnes LGBT réfugiées sont d'abord des personnes migrantes avant d'être des personnes LGBTI qui justifient toutes les exactions que nous avons décrites. Ici, ce n'est pas seulement un problème de discrimination, on est dans un pinkwashing échevelé où il s'agit d'un côté de faire des promesses de protection en tant que personne LGBTI et de l'autre, la réalité, c'est que les personnes sont traitées comme des personnes migrantes. Il y a autre chose qui est très très grave dans la fiche que nous venons de lire, c'est l'obstruction. Nous, de MSG, on parle beaucoup d'obstruction, mais là on a des preuves. Cette personne se rend à la préfecture avec un dossier que je l'ai aidé à constituer, refus catégorique de la personne préposée à son accueil de même lire le dossier. Ça, monsieur, on n'en a rien à faire. Ok. Nous avons également une autre personne, un autre dossier, et là, cette fois-ci, c'est confirmé dans la décision du tribunal administratif du 25 novembre 2024,
Le tribunal confirme que, alors que monsieur avait apporté ces éléments au guichet de l'OFI, où on lui a refusé le dépôt de ces pièces, il y a de l'obstruction catégorique systématique que ce soit la préfecture, que ce soit l'OFI. Ici, tu vas lire un extrait d'une autre décision de l'OFI. Alors, décision du tribunal administratif de Lyon en date du 5/10/2021. Par une décision du 17 janvier 2020, le directeur territorial de l'OFI a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que l'OFI ne conteste pas les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il a subi des violences et des persécutions en Guinée en raison de son orientation sexuelle. Ces éléments non contestés par l'OFI traduisent une situation de vulnérabilité. Par suite, le refus de l'OFI d'accorder à l'intéressé le rétablissement des CMA est menacé d'illégalité. Donc là, je pense que c'est quand même édifiant. On a, encore une fois, je le répète, un plan qui part de l'accueil, les personnes LGBTI, il faut les soutenir, etc., etc. On constate un refus systématique, délibéré, non seulement de prendre des pièces, mais surtout, même lorsque le signalement de la qualité de personnes LGBTI est transmis aux institutions, il y a un refus d'appliquer la loi. Nous sommes obligés d'aller au tribunal pour que les lois soient appliquées. C'est ça la situation avec les autorités en France aujourd'hui. Comme si ce n'était pas suffisant, pour terminer avec cet exemple, nous avons une personne qui avait 20 ans lorsque ça s'est passé, une personne homosexuelle, comme on l'a dit, qui avait évité la prison dans son pays. Bravo à la préfecture du Rhône, grâce à vous, la prison, ils l'ont fait. Voilà. Je te laisse lire ça, c'est ce que tu vas lire, on était particulièrement furieux ce jour-là, donc on a transmis sur notre page Facebook, vous pouvez relire sur notre page Facebook, un message qui a été lu plus de 1000 fois. Je te laisse le lire. Alors, Facebook post en date du 4/03/2025. Dimanche soir, nous étions avec A pour la rupture du jeûne. Nous avons passé la soirée ensemble, réunis avec les autres membres de notre famille LGBTI africaine, musulmane ou non, pour festoyer et passer un moment ensemble. Le lendemain, nous a laissés sous le choc. A, en procédure Dublin, a été arrêté, déféré au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry, où il a passé la nuit comme un vulgaire criminel, sans boire ni manger et transféré de force le lendemain. À ce stade, ce n'est même pas la procédure Dublin qu'on conteste, mais la brutalité avec laquelle les autorités françaises ont transféré A, un jeune homme dont le seul crime est d'être homosexuel et d'être venu en France pour obtenir une protection. Nous posons les questions suivantes aux autorités françaises. Est-ce comme ça que la préfecture souhaite mettre en place la prise en charge de la vulnérabilité augmentée des persécutions LGBT réfugiés à Lyon, en ajoutant encore aux violences qu'on a subies? Est-ce ainsi que les instances préfectorales souhaitent montrer leur respect pour le travail effectué par les OSC LGBTI en méprisant et détruisant les liens communautaires que nous tissons afin de pallier aux violences que nous subissons dans nos familles biologiques? Est-ce que les autorités françaises pensent vraiment qu'il est nécessaire de nous faire revivre les violences que nous avons subies dans nos pays en tant que personnes LGBTI? En Afrique aussi, on est arrêté comme de vulgaires voleurs. Les autorités françaises pourraient commencer par vérifier qu'elles ne reproduisent pas ces violences avant d'aller donner des leçons au reste du monde. Merci. Merci. On termine avec une dernière fiche. Témoignage de la fiche numéro 6, DBO.
Il quitte son pays avec son compagnon début 2016 en raison des persécutions qu'ils ont subies en tant que gays. Il passe par la Libye, son compagnon est abattu devant lui d'une balle dans la tête. Il passe plus d'1 an en Italie où sa demande d'asile est rejetée. Il arrive en France en septembre 2017. Il est placé en procédure Dublin et sa demande d'asile n'est enregistrée qu'en septembre 2020. Il passe à l'OFPRA le 21er mois 2021. Sa demande est rejetée par l'Office le 28 4 mois 2021. Il dépose un recours à la CNDA. Son audience se tient le 3-12 mois 2021. Son recours est rejeté par la Cour le 24-12 mois 2021. Il dépose une demande de réexamen de sa demande d'asile le 9 mois 2023. Cette demande est déclarée irrecevable par l'OFPRA le 23 mois 2023. Il dépose une demande de recours gracieux contre cette décision qui n'aboutit pas. Il a déposé un recours à la CNDA. Son audience se tient le 15-11 mois 2023. Il est reconnu réfugié par la CNDA le 6-12 mois 2023. Les problèmes rencontrés au cours de sa procédure. Il a passé 3 ans en procédure Dublin. Il obtient l'asile 6 ans après son arrivée en France, presque 8 ans après sa fuite. L'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile initiale. Il est rejeté plus d'1 an sans papier. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile est jugée irrecevable par l'OFPRA. Pourtant, une autre personne du collectif a déposé une demande de réexamen pour des motifs absolument identiques. Cette personne a bénéficié d'un entretien à l'OFPRA. Pendant tout ce temps, il n'a jamais été pris en charge par l'OFI, pas d'argent, pas d'hébergement, pas de soutien psychique. Il ne parle pas français. Il n'a jamais bénéficié de cours de français lorsqu'il était en demande d'asile. Centré sur 2 problèmes dans ce dossier. La première, c'est quelque chose qui, là aussi, c'est très important pour nous. Et c'est important pour nous, à la fois par rapport aux personnes LGBT qui viennent se réfugier en Europe, mais aussi parce qu'on parle beaucoup de la loi Darmanin, on parle beaucoup des saillies de Retailleau, mais par contre on parle beaucoup moins en France du pacte migratoire européen qui a pourtant été signé et qui va avoir des conséquences catastrophiques pour les personnes LGBT réfugiées. Ici, en fait, on a une des raisons pour laquelle nous, on milite pour ne pas appliquer ce pacte migratoire européen. Est-ce que tu peux lire la première c'est un extrait des conditions minimales pour que l'asile soit un droit réel qui a été publié par la Coordination française pour le droit d'asile. Condition minimale pour que l'asile soit un droit réel. Condition numéro 1. Le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être respecté pour toute personne en quête de protection. Le principe de non-refoulement impose d'accueillir les personnes étrangères se présentant à la frontière avec un examen individuel, raisonnable et objectif de leur potentielle demande d'asile. Ces personnes en quête de protection doivent pouvoir circuler librement dans le plein respect des droits humains et du droit d'asile. Condition numéro 2. Permettre aux personnes d'accéder de manière sûre au territoire européen aux fins des demandes d'asile. Toute personne doit pouvoir accéder au territoire européen pour demander l'asile par voie terrestre,
ou maritime sans risquer sa vie, des moyens et les voies légales le permettant d'avoir et les voies légales les permettant doivent être développées. Je vais te laisser lire un deuxième extrait, cette fois-ci c'est le document dont j'avais parlé tout à l'heure, c'était toujours les 13 recommandations de l'ARDIS. 13 recommandations de l'ARDIS relatives au projet de la loi Asile et Immigration de Gerland Darmani. Recommandation 13. Délivrer des visas au titre de l'asile aux personnes LGBTI en danger et des visas permanents aux militants LGBTI. Nombre de personnes LGBTI dont la vie est menacée ne peuvent espérer obtenir un visa auprès des autorités consulaires françaises du fait de leur impossibilité à remplir les conditions administratives et financières requises. Les voies terrestres et maritimes ne constituent pas un horizon tolérable du fait de leur violence inhumaine et de leur issue trop souvent fatale. Donc là, hélas, dans notre collectif, on a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas parties seules de leur pays, elles sont parties avec leurs compagnons, par contre, elles sont arrivées seules. On a une personne, beaucoup de personnes, ça se passe surtout en Méditerranée, une personne, par exemple, qui vient avec son compagnon en Libye, pas possible de partir dans le même bateau, il y a un bateau qui arrive et pas l'autre. Une autre personne, par contre, qui partent dans le même bateau, le bateau coule, la personne voit son compagnon se noyer. Donc elle survit, mais pas son compagnon. Alors, on a un autre cas où une personne, ils étaient aussi sur le même bateau, sauf que à un moment où il y a eu une énorme vague, son compagnon a été emporté et pas lui. On a également un autre cas cette fois-ci, où là par contre c'était une personne qui était toute seule, c'est une personne qui s'est noyée 3 fois lorsque le bateau a coulé. Il a été repêché, heureusement qu'il y avait une personne à côté de lui, je crois qu'il était sur un morceau de bois ou je ne sais plus trop quoi, qui arrivait quand même à le maintenir un petit peu sous l'eau. Il est arrivé à Lampedusa dans le coma, il a passé quand même 3 jours dans le coma. Donc, on garde ça en tête, nous les personnes militantes, on a bien ça en tête. Et par contre, on lit dans la tribune de Didier Lesky une phrase qui fait bondir, quand il dit « et plaider la mise en place d'une force européenne de sauvetage en mer, pourquoi pas une ligne de paquebot transméditerranéen gratuit ?» Voilà, ça situe le niveau. Ce que je trouve vraiment choquant dans ces propos, c'est de se dire que cette personne est le directeur général de l'OUFI, étaler un tel mépris pour les personnes dont il est censé être en charge, ça en dit long sur la politique migratoire du gouvernement français. Ici, j'ai simplement terminé sur le deuxième problème qu'on avait identifié dans cette fiche. On revient sur l'OFPRA, où là, toujours, l'OFPRA, c'est comme toutes les institutions en France, l'OFPRA qui subit la pression du gouvernement pour se débarrasser le plus possible, et qui donc, comme on l'avait dit au cours de notre première conférence de presse, ici même, il y a maintenant 3 ans, d'ailleurs jour pour jour, le 20 mai 2022, on a une officière de protection qui prétend pour le réexamen de cette personne que la participation de l'intéressé à cette conférence de presse ne représente pas un élément nouveau dès lors qu'elle est postérieure à sa demande d'asile initiale. Donc là, on marche sur la tête avec une officière de protection qui dit qu'un élément n'est pas nouveau parce qu'il se situe après la demande d'asile, alors que normalement c'est avant, mais bon, c'est pas grave. Et pourtant, une autre officière de protection avait expliqué concernant la demande de réexamen du collègue de cette personne, donc pour resituer,
cette conférence de presse, on avait 3 membres nigérians, dont Joe, qui avaient donc témoigné de leur situation. Donc une de ces personnes, c'est la personne qu'on a décrite dans la fiche, rejet de la demande de réexamen, pas d'éléments nouveaux. La 3e personne, le commentaire de l'officier de protection, la demande de réexamen a été considérée comme recevable au regard des éléments nouveaux invoqués. Pour ces motifs, l'intéressé craint des persécutions en raison de l'appartenance qui lui est imputée au groupe social LGBTI dans son pays, du fait d'une part de son implication dans un collectif de défense des droits des personnes LGBTI, et d'autre part, de sa participation à une conférence de presse. On a la belle institution qui a deux jugements, 2 appréciations complètement opposés pour exactement la même situation. Ce qu'on dit, c'est qu'il pourrait au moins essayer de coordonner un petit peu leur travail. Donc là, nous, on avait terminé en disant que ce serait quand même bien que les officiers de protection se coordonnent, je disais, un petit peu mieux leur travail. Ici, on avait dit que l'officier de protection avait estimé que le document, donc la demande de réexamen, présente plutôt une réflexion sur l'asile et de nouveau une appréciation du travail de l'OFPRA et de la CNDA, jugé défaillant, dénué de rigueur et illégitime. Or, nous, on a dit que les contradictions entre les appréciations de ces 2 officiers de protection, toutes 2 officiers de protection avec délégation de signature à l'OFPRA, engageant donc la responsabilité, l'autorité, mais aussi la crédibilité de M. Julien Boucher, alors directeur général de l'OFPRA, concernant exactement le même élément, à savoir les craintes d'une personne LGBTI venant de ce pays, déboutée de leur demande d'asile initiale, et toutes 2 membres du collectif LGBTI de MSG, liés à leur participation à la conférence de presse du 20 mai 2022, ces contradictions prouvent parfaitement le fondé de nos critiques concernant le travail de l'OFPRA, n'en déplaise à cet officier de protection, dont le propre jugement se révèle, selon ses propres mots, défaillant et dénué de rigueur. L'Office commet bel et bien des erreurs, comme le collectif de MSG et cette personne l'ont dénoncé au cours de cette conférence de presse. On va terminer. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur, déclarait le 10/4 mois 2025 que le droit au séjour est une faveur qu'on accorde à un étranger régulier sur le sol français. Tout d'abord, c'est faux. Les personnes réfugiées ont cette qualité dès qu'elles entrent sur le territoire français. Elles gardent la qualité de personnes réfugiées, même si elles sont entrées irrégulièrement, même si elles n'ont pas été reconnues réfugiées, même si elles se maintiennent irrégulièrement sur le territoire. Ensuite, ce droit au séjour n'est pas une faveur, c'est une obligation légale. Leur refuser le droit au séjour, leur refuser l'asile, c'est enfreindre les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des personnes réfugiées du 28 juillet 1951. C'est ainsi que plusieurs membres de notre collectif, bien que réfugiés en tant que personnes LGBTI, ont dû lutter pour obtenir ce droit au séjour au mépris de leur réglementation internationale européenne et française concernant la protection des personnes réfugiées. Nous avons montré que la politique migratoire répressive mise en place par le gouvernement a conduit à plusieurs infractions au droit international. Pourtant, le gouvernement prétend vouloir accorder une déférence particulière aux personnes LGBTI, mais sans jamais mentionner le problème de fond.
Comment identifier les personnes LGBTI? C'est bien là que réside l'hypocrisie des déclarations gouvernementales. Pour le gouvernement, toutes les personnes qui se déclarent LGBTI sont suspectes de frauder. D'où la contradiction entre l'apparente volonté de prise en charge des personnes LGBTI et l'impact de la politique répressive du gouvernement contre les personnes migrantes. Le résultat, c'est que les personnes LGBTI qui sont bel et bien réfugiées se retrouvent déboutées de leur demande d'asile, sans papier et donc menacées d'être expulsées dans leur pays. Si les QQTF remis à nos membres avaient été appliqués, une douzaine de personnes aujourd'hui reconnues réfugiées auraient été déportées dans leur pays. Si tous ces problèmes sont vrais pour des personnes LGBTI réfugiées, ils sont aussi vrais pour d'autres personnes réfugiées. Les vulnérabilités sont en grande partie créées par le gouvernement. Si l'ensemble des personnes migrantes étaient mieux accueillies, mieux traitées, mieux considérées, les personnes LGBTI bénéficieraient elles aussi de cette protection. La seule solution, c'est un changement complet de paradigme. Il n'est pas possible d'identifier les personnes LGBTI réfugiées parmi les personnes migrantes. Donc garantir la protection des personnes LGBTI réfugiées, ça veut dire garantir la prise en charge effective de la protection de toutes les personnes réfugiées, pas seulement quelques groupes ciblés. Ça veut dire accorder le bénéfice du doute, ne pas conditionner l'aide au droit au séjour, afin d'appliquer les dispositions internationales sur la prise en charge et la protection des personnes réfugiées, et enfin mettre en place un budget adéquat comme pour toutes les politiques sociales. Merci. Merci. Bon. On peut simplement terminer en insistant sur des inquiétudes qu'on a vraiment aujourd'hui. C'est pas seulement les propositions de Retailleau, ministre de l'Intérieur, avec ses différentes suggestions concernant une future loi asile et migration, troisième du nom. Là, c'est vraiment, nous, ce qui nous fait très très peur, c'est que l'OFPRA aujourd'hui se retrouve sans tête, puisque Julien Boucher a décidé de ne pas se représenter en tant que directeur général de l'OFPRA. Ça veut donc dire qu'un nouveau directeur général va devoir être nommé par le président de la République, et avec l'équipe qui le conseille, nous sommes véritablement très 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 inquiets. Et évidemment, la dernière chose, ça c'était la deuxième partie du titre de notre conférence ce soir, donc c'était quel avenir pour les personnes réfugiées LGBTI. En fait, nos inquiétudes rejoignent les inquiétudes d'une bonne partie de la population française, qui tient au fait que les personnes LGBT réfugiées qui sont en France, qui n'ont pas de famille, qui n'ont donc pas de soutien, qui ne peut pas se prévaloir d'un soutien qui soit familial ou communautaire, oui, ce sont des personnes qui ont effectivement énormément besoin des aides sociales, que ce soit la CAF, que ce soit France Travail, etc. Et avec la nouvelle politique du gouvernement, la politique d'austérité, il n'y a pas d'argent, il faut tout couper, chacun débrouille, etc. Pour des personnes qui, certaines, ne parlent pas français, d'autres qui parlent français mais qui ne connaissent rien des fonctionnements administratifs français, d'autres qui vont avoir des difficultés, absence de scolarisation, absence de reconnaissance des diplômes, bref, mille et un obstacles sur la voie de l'intégration, sans aucune administration sociale pour les idées, c'est des personnes qui effectivement ne vont pas s'en sortir.